Bon, alors, donc, on avait commencé juste à poser le problème de ce chapitre 2, transformation de Lorentz. J'avais rappelé donc que l'espace en soi, ça n'existe pas, le temps non plus, puisque un point d'un espace rapporté à un certain référentiel, c'est toute une trajectoire dans un autre référentiel par rapport auquel le premier référentiel se déplace, évidemment. Donc, je ne peux pas désigner un point dans l'absolu, j'ai besoin d'un référentiel. C'est-à-dire en fait d'un corps physique, et je peux à ce moment-là, si j'ai un corps physique, je peux construire un espace en m'appuyant sur la propriété sur la notion de distance, en disant je parle du point qui est à telle distance de l'ensemble des points du référentiel en question. On avait vu que la structure de l'espace qu'on peut construire sur un référentiel, sur un corps solide quelconque, était un espace euclidien, affine, à 3 dimensions. Enfin, on l'avait vu. Je ne peux pas démontrer, enfin, je peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais voilà, c'est ça. C'est notre intuition physique, et si c'est notre intuition physique, notre intuition géométrique, je dirais, c'est probablement parce que ça fait sens de se représenter les choses comme ça. Donc si c'est pas ça, ça ne doit pas être loin quand même, parce que cette idée ne nous est pas née par hasard dans l'esprit, si elle n'a rien à voir avec la réalité. Donc l'idée, c'était simplement de prendre acte de la manière dont l'espace se manifeste dans notre représentation du monde, en se disant que c'est probablement que ça a quelque chose à voir avec une certaine réalité physique. Simplement donc le fait qu'on soit obligé de se rapporter à un référentiel pour construire l'espace fait que, génère la question, ok, mais si on choisit un autre référentiel, on peut refaire la même procédure pour construire un autre espace, mais quel est le rapport entre les deux? Est-ce que je peux faire un lien entre les deux? Et ce qu'on avait vu, c'est que, donc, bien évidemment, on ne peut pas faire un lien entre un point d'un référentiel et un point d'un autre, sauf si on dit à quel instant on parle. Si on ne dit pas à quel instant on parle, un point d'un référentiel, c'est plein de points d'un autre, puisqu'ils sont en train de bouger l'un par rapport à l'autre. Donc, je ne peux identifier des éléments de la réalité physique que si je spécifie pas juste une position, mais une position et un instant. À ce moment-là, tout le monde est d'accord. Si j'avais claqué des doigts, je reclaque des doigts. Ça, c'est un événement du monde qui s'est produit, qui s'est produit. Et si je rapporte cet événement, si je rapporte cet événement à un certain référentiel, donc à un certain corps solide, je peux dire qu'il s'est produit à un certain endroit, à un certain moment. Donc ça, c'est la notion d'événement. Un événement est caractérisé et entièrement défini par sa position dans l'espace et sa position dans le temps, c'est-à-dire l'instant auquel il se produit. Mais ça n'a de sens que après avoir choisi un référentiel. Donc on a un référentiel. On peut attribuer à chaque événement du monde une position et un instant, et ça constitue un événement. Les événements sont réels, en tout cas dans cette représentation du monde, ils ont lieu, j'ai claqué des doigts, bon, quelque part à un certain moment. Donc ces événements sont identifiés, il n'y a pas de problème à se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on voit dans un autre référentiel ?» Non, ce qu'on voit, la question n'est pas là, l'événement, il a eu lieu. Donc, je cherche à voir comment je peux le repérer, comment je peux dire il a eu lieu à tel endroit, à tel instant. Quand je passe d'un référentiel à un autre, ce ne sera pas le même endroit, ce ne sera pas le même instant forcément, mais ce sera le même événement. Donc je m'intéresse au repérage des événements. Et puisque je ne peux les repérer que relativement à un référentiel, et que le choix du référentiel est arbitraire, j'ai besoin de savoir comment je passe d'un référentiel à l'autre. Donc c'est ça qu'on avait commencé à poser. Donc l'espace est un espace 3D euclidien affine. J'avais discuté en détail ce que ça voulait dire, donc associé à l'espace vectoriel sous-jacent R3. Et le temps est aussi un espace euclidien affine, mais associé à une dimension, associé à R. Et donc, le temps est construit à partir de la notion de durée, l'espace à partir de la notion de distance. Et l'hypothèse
qui est juste la traduction de notre intuition physique, c'est que cet espace est euclidien, et celui-là aussi, ce qui paraît un peu plus trivial, mais c'est quand même important de le dire, c'est-à-dire que je peux choisir des coordonnées, je choisis le système de coordonnées que je veux, mais parmi tous ceux que je peux choisir, il y en a qui traduisent les propriétés de l'espace intrinsèquement. C'est-à-dire je peux en particulier choisir une coordonnée temps, t, de telle sorte que l'intervalle de temps, et ça c'est une chose physique, entre deux événements qui se produisent à un instant t2 et un instant t1, donc à un instant repéré par la coordonnée t2 et un instant repéré par la coordonnée t1, tel que l'intervalle de temps entre les deux soit justement t2 moins t1. Je peux choisir plein d'autres types de coordonnées temporelles qui n'auraient pas un battement régulier, pour le dire d'une façon un peu imprécise, mais ça marche aussi. Voilà, il existe un système de coordonnées tel que le delta t réel, enfin qui a un sens physique au sein du référentiel entre les deux événements, soit la différence des coordonnées. Et pareil pour l'espace, on peut choisir donc des coordonnées cartésiennes x, y, z, telles que la distance entre les deux soit donnée par le théorème de Pythagore à 3 dimensions. Bien. Donc, puisque j'ai le choix, je vais prendre ces coordonnées-là, parce que je vais essayer de voir la structure de l'espace-temps, donc autant prendre un système de coordonnées qui reflète déjà les propriétés intrinsèques d'une part de l'espace et d'autre part du temps. Maintenant, on va voir quand on les met ensemble, est-ce qu'il y a une structure à cet espace-temps? La réponse est oui, et la réponse c'est qu'il y a une structure qui est la structure de l'espace de Minkowski, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais on va voir ce qu'elle est, et surtout on va la démontrer en fait, on va l'établir, on va voir que ça ne peut pas être autre chose. Donc c'est le programme d'aujourd'hui, et c'est toujours, enfin je trouve assez enthousiasmant de voir ça, parce que c'est très simple en fait. C'est très simple de montrer que ça ne peut pas être autre chose. Alors, donc on avait pris la situation, j'avais peut-être déjà fait un premièrement, qui devait être une sorte de formalisation, quelque chose comme ça. C'était un grand 1 ou un premièrement, je ne sais plus. Un grand 1. Donc je ne reprends pas tout le détail. Formalisation. Je vais juste rappeler les circonstances dans lesquelles on se place. Donc on a deux référentiels galiléens, hein, sinon les référentiels ne sont pas équivalents. S'ils ne sont pas galiléens, ils ne sont pas équivalents du point de vue de la mécanique. Donc je ne m'attends pas à ce que les lois s'écrivent de la même façon. En particulier, vous savez bien qu'il y a des lois d'inertie quand on est dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Donc prenons un référentiel galiléen, on peut, et simplement, ils sont tous équivalents, mais ils peuvent donc avoir des vitesses de translation uniformes l'un par rapport à l'autre. Donc j'en prends un, R, et un autre, R', tel que la vitesse de R' par rapport à R soit un certain V0, alors ça c'est en norme, et donc il y a une certaine direction privilégiée, qui est leur direction de translation l'un par rapport à l'autre, et cette direction, je lui attribue la coordonnée x dans le référentiel R, et la coordonnée x', donc la direction de la coordonnée x' dans le référentiel R'. Donc x, y, z, référentiel R, avec une origine O quelque part, et x', y', z' dans le référentiel R', avec une origine quelconque O', que je choisis sur l'axe OX, de telle sorte que j'ai mes événements de référence dans les deux référentiels, donc l'origine du repère d'espace et du repère temporel, c'est-à-dire l'origine des temps, de telle sorte que ces deux origines soient le même événement. Donc je vais le noter O. L'événement O qui a lieu dans R aux coordonnées 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est X, Y, Z, T dans R. Et ce même événement a aussi les coordonnées 0, 0, 0, 0 dans R'. Ça, c'est X', Y', Z', T'. On avait vu qu'on peut choisir ça, on choisit l'origine qu'on veut. Et alors, donc, on a choisi les axes tels que l'axe OX soit l'axe OX'. Enfin,
faire attention, parce que du coup, comme ce n'est pas le même espace, c'est un espace qu'on construit, c'est un autre espace, parce que l'espace, on le construit, il n'existe pas. Donc, et on le construit au sein du référentiel R, puis au sein du référentiel R'. Ce qu'on peut dire, c'est que O' parcourt la droite OX, vu du référentiel R, O', je peux mettre un corps là, voilà, un petit corps solide, il a une trajectoire qui, vu du référentiel R, cette trajectoire, c'est la droite OX. Je définis la droite OX comme ça. Il est en translation uniforme, donc il va tout droit, ça fait une certaine droite, j'appelle la droite OX, celle-là. De la même façon, vu de R', O est en translation uniforme, il parcourt une certaine trajectoire, qui est une droite, puisqu'il a une vitesse uniforme, et j'appelle cette droite OX'. O'X', pardon. Donc, O parcourt la droite 1 dans R, et O parcourt la droite O'X' dans R'. Donc, je choisis les axes qui vont m'arranger, ça va juste être plus simple. Une fois que j'aurai la transformation qui me fait passer de x, y, z, de t à x', y', z', t', je peux, au sein de chaque référentiel, faire toutes les rotations que je veux, les translations, je peux faire ce que je veux. Donc, ça ne restreint pas, en fait, la généralité de ce qu'on va faire. Je choisis juste des coordonnées faciles à manipuler. OK, et il faut que je spécifie les axes y et z, parce que si je me réfère à des coordonnées, il faut dire, OK, mais dans quel système de coordonnées? Donc je le spécifie en disant que si je prends en fait, si je prends un corps, un corps plan, alors, si vous voulez, je prends 3 points coplanaires, hein, c'est la même chose. J'imagine que j'ai une plaque dans le référentiel qui est au repos dans le référentiel R'. Et puisque le référentiel R' est en translation uniforme par rapport au référentiel R, alors, si cette plaque contient l'axe X', ça veut dire qu'il y a un point de cette... enfin, il y a tous les points qui sont... Enfin, tous les points qui sont alignés dans la direction de X' vont avoir une trajectoire rectiligne et parallèle. Tout ça est entraîné à vitesse V0. Et donc, en fait, ce plan, vu de R, va glisser sur lui-même. Enfin, en fait, c'est un plan qui est bien défini. Donc, c'est un plan dans R', et c'est un plan... enfin, oui, c'est un plan vu de R', c'est un plan vu de R. Ce plan, il contient l'axe OX, et donc il en contient un autre orthogonal. Je l'appelle Y. Donc, je l'appelle Y pour R, et je l'appelle Y' pour R'. D'accord? Donc, c'est une procédure correcte. Donc, je définis un axe Y et un axe Y'. C'est arbitraire, mais je choisis cela. Et puis, je prends une autre plaque orthogonale à la première. Par le même raisonnement, l'espace est isotrope, de toute façon, enfin, invariant par rotation autour de l'axe OX. Par le même raisonnement, les points de la plaque qui définissent un plan dans R', lors du mouvement, définissent toujours le même plan dans R, et qui contient l'axe X, et bien l'autre axe qui lui est orthogonal, je l'appelle Z dans R, et Z' dans R'. Okay? Donc j'ai bien défini le système d'axes. C'est juste un repère particulier, je peux en choisir un autre, mais je prends celui-là. Okay. Alors, maintenant que j'ai bien spécifié, et donc j'ai pris l'instant 0 au moment où O' était coïncident avec O. Donc j'ai spécifié entièrement mon système de coordonnées. Je peux maintenant décider de repérer n'importe quel événement, E, par ses coordonnées X, Y, Z, T dans R, et le même événement, je pourrais mettre X indice E, Y indice E, Z indice E, T indice E, ce sont les coordonnées de cet événement. Le même événement a, dans le système de coordonnées de R', les coordonnées avec des primes. Je pourrais mettre un petit E aussi, je vais retirer les E après vite fait, mais voilà. C'est les coordonnées du même événement. Donc bien évidemment, les coordonnées de cet événement dépendent de l'événement dont il s'agit. Ce n'est pas les coordonnées d'un autre, c'est les coordonnées de celui-là. Donc ça veut dire que X' dépend de X, Y, Z, T.
dépend de quel événement on parle, avec une fonction que je ne sais pas ce que c'est. Je cherche à savoir ce qu'on peut en dire, mais c'est une certaine fonction de l'événement. Y' pareil, g de x, y, z, t. Z' aussi est une fonction de l'événement dont je parle, et l'événement dont je parle est caractérisé par ses coordonnées, donc c'est une fonction des coordonnées, et t' est encore une autre fonction de x, y, z, t. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai dit tout ce que je pouvais dire sans avoir introduit ni de maths ni de physique. Je dis juste que les événements peuvent être opérés dans n'importe quel référentiel, avec leurs propres coordonnées. OK. Et maintenant, on va voir ce qu'impose comme restriction sur les fonctions f... Oups, pardon, je suis deux fois G. G, H, L. Ce qu'impose comme restriction sur ces fonctions-là, qui peuvent être a priori n'importe quoi, ce qu'imposent les propriétés de l'espace et du temps qu'on connaît et qu'on souhaite implémenter, à savoir l'homogénéité de l'espace, l'isotropie de l'espace et l'uniformité du temps. Invariance par translation dans l'espace, invariance par translation dans le temps, invariance par rotation dans l'espace. Parce que c'est ça que... l'espace est comme ça, tel qu'on le conçoit, au sein de chaque référentiel. Donc c'est vrai dans chaque référentiel, et c'est ça qu'on va implémenter. OK, alors let's go. Donc je vais laisser ce qui est à droite. Il n'y a pas de questions là sur cette formalisation? C'est bon, hein? OK. Alors, je vais commencer. Donc là, c'était un grand 1, je vais faire grand 2. Implémentation des symétries. Premièrement, homogénéité de l'espace. De l'espace. Et du temps. Quand c'est le temps, en général, on dit uniformité. Enfin, c'est... Bon, eh bien, je vais considérer deux événements. E1, qui se situe en x1, y1, z1, t1. Et E2, alors ça c'est ses coordonnées dans R. Dans R', ce sera pareil avec des primes. Et l'événement E2 avec des indices 2. Et prime dans R'. Bien. Et en fait, je vais prendre un événement E2 qui est proche de E1, de telle sorte que x2, c'est x1 plus dx1. En fait, je vais essayer de ne pas trop trimballer d'indices. Donc, je vais appeler ça x, y, z. Je n'ai pas besoin des indices, dès lors que ça, lui, ça va être x plus dx, y plus dy, z plus dz et t plus dt. Voilà. Voilà. OK, j'élimine les indices. On n'a pas besoin. Donc je prends deux événements voisins, E1 et E2, qui sont séparés par un petit dx, petit dy, petit dz et petit dt dans chacune des directions de l'espace et du temps. Bien. Et je m'interroge sur le dx', dy', dz' et dt' correspondants. Alors, que vaut dx'? C'est donc ce que j'appelle dx', là, c'est la différence entre la coordonnée x' du deuxième moins la différence, et la coordonnée x' du premier. Donc c'est
Alors, ça va être f. On est d'accord que x, donc c'est x' de E2 moins x' de E1. Rien de mystérieux. Et donc, c'est... Alors, x' de E2, c'est f des coordonnées de E2. Donc, x plus dx, y plus dy, z plus dz, t plus dt. C'est un peu laborieux à écrire, mais il n'y a rien de mystérieux. Moins la coordonnée x du premier, f de x, y, z, t. Okay. Et ça, alors j'ai pris un petit dx, je peux faire un développement au premier ordre. Enfin, je peux le faire à tous les ordres que je veux, puis après, je vais faire tendre dx vers 0, puisque j'ai le droit. Enfin, la fonction f, elle est ce qu'elle est. D'accord? Donc, je la développe. Donc ça fait f de x, y, z, t, plus dx, df sur dx, de x, y, z, t, plus dy, df sur dy, toujours de l'événement, E, plus dz, df sur dz, de l'événement, moins f de x, y, z, t, c'est-à-dire moins x' du premier événement. Plus des trucs d'ordre... Ah, pardon, il manque le t. Ah, il manque le t, pardon. Plus dt, df sur dt. De l'événement. Moins le truc, donc je vais virer ça. Donc c'est égal à ça. D'accord? Plus des termes en dx, dy, dz, dt, enfin tous les produits qu'il faut à l'ordre 2. Ordre 2 ou plus. OK? Bon, ben voilà. Et maintenant, le truc, c'est que puisque l'espace est homogène et que le temps est uniforme, le dx ici, il dépend évidemment de dx, dy, dz et dt, puisqu'il dépend, c'est le dx entre deux événements, il dépend des deux événements. Mais il ne dépend pas, il ne peut pas dépendre, il est absolument impossible qu'il dépende, ne dépend pas de x, y, z ou t. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux événements sont caractérisés par leur position relative. Si je prends deux événements qui ont la même position relative l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont le même dx, dy, dz et dt l'un par rapport à l'autre, mais au lieu de partir de x, y, z, t, je pars d'un autre point. x3, y3, z3, t3. Ça ne doit faire absolument aucune différence. Sinon, ça veut dire que ce point-là, ce n'est pas pareil qu'ici. C'est-à-dire, si je prends un petit écart entre deux événements ici, ou le même écart entre les deux événements-là, ça ne doit rien changer sur l'écart de coordonnées à l'arrivée, enfin, dans l'autre référentiel. Sinon, c'est-à-dire que ce point, quand on fait un truc ici, ou quand on le fait là, c'est pas pareil. Ben, si, justement, l'espace est homogène. Donc, il n'est pas possible que ce dx' dépende de x, y, z, t, dépend de où on est parti. Ça dépend bien sûr de quel écart on a fait, de quel écart il y a entre les deux événements, mais pas de où il était au départ. Donc ça veut dire que tout ça, y compris les ordres supérieurs, rien dans tout ça ne peut dépendre de x, y, z, t. C'est juste pas possible. OK? Donc si je fais tendre dx, dy, dz, dt vers 0, je peux virer ça, mais de toute façon, une fonction doit être égale à une autre fonction à tous les ordres du développement. Donc ça veut dire en particulier que tout ça, là, ça ne peut pas dépendre de x, y, z, t. Ben voilà. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une constante. Ça ne dépend pas de x, y, z, t. Ça ne peut pas.
Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. C'est puissant l'homogénéité. Le simple fait de dire si je pars d'un point ou si je pars d'un autre, ça ne change rien, impose que la fonction f, dont a priori je ne sais rien, ça peut être n'importe quoi, je ne suppose rien, en particulier je ne suppose pas que t' égale t, enfin aucune de ces fonctions, je ne suppose rien. Je ne sais rien, je ne suppose rien. Je sais par contre que l'espace est homogène, et donc que l'écart entre les coordonnées de deux événements dans un référentiel dépend bien sûr de l'écart entre les coordonnées dans l'autre référentiel, mais pas de où il était au départ. Donc, la dérivée par rapport à x de f doit être constante. La dérivée par rapport à y de f doit être constante. De z aussi, de t aussi. Et donc, la dérivée seconde de f par rapport à n'importe quoi, c'est 0. Autrement dit, f est une fonction linéaire. En x, y, z, t. C'est les dérivées secondes. Les dérivées premières, elles peuvent valoir quelque chose. Mais elles ne doivent pas dépendre du point dont on parle. Donc elles doivent être constantes. Donc f est linéaire en x, y, z, t. Et ça, c'est une réduction monstrueuse des possibilités pour f. Oui ? Pardon ? Le fait que dx ne dépend pas de x, y, z, t, c'est purement intuitif. C'est la traduction c'est la traduction mathématique de l'homogénéité de l'espace et du temps. C'est-à-dire, rien ne peut dépendre du point où on se trouve. Il faut partir du postulat que l'espace est homogène. Absolument. Voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. J'implémente l'homogénéité de l'espace. Alors, vous me direz peut-être que l'espace n'est pas homogène. D'accord, mais j'explore l'intuition physique que nous avons, l'intuition géométrique que nous avons, et qui est qu'on est dans un espace 3D euclidien, voilà, donc tous les points se valent. C'est inscrit dans la structure, mais ça, vous me direz, c'est déjà une formalisation mathématique, certes. Mais en fait, plus profondément, la raison pour laquelle, dans notre construction de la réalité géométrique, l'espace est homogène, tient au fait qu'en réalité, ce qui est premier, ce n'est pas les points, justement, ça n'existe pas les points, c'est les distances. Donc, l'espace, il n'y a pas un point qui est différent d'un autre, puisque le point n'est défini que par rapport à un autre. Donc en fait, par construction, c'est forcément homogène. Puisque dire « je suis là », ça ne veut rien dire. Dire « je suis là par rapport à lui », ça veut dire quelque chose. Mais du coup, si lui, il était ailleurs, comme justement ça ne veut rien dire, celui-là est toujours au même endroit par rapport à lui. Donc que ce soit là ou ailleurs, c'est pareil en fait. Cette homogénéité de l'espace, par construction, c'est comme ça. Alors vous me direz, mais en relativité générale, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas parce qu'il y a des masses qui influent sur la géométrie de l'espace. Mais encore une fois, si vous décalez toutes les masses avec, bah si, bien sûr, ça ne dépend pas de où on est. Tout simplement parce que être quelque part, ça ne veut rien dire. La seule chose qui a un sens, c'est être quelque part par rapport à autre chose. Donc peu importe le premier où il était. Et c'est ça qu'on dit là, en fait. Ça a un sens de dire que E2 est à une certaine position par rapport à E1. Ah oui, c'est le E2 qui est à dx plus loin dans la direction x, dy plus loin dans la direction y, etc. Ça a un sens. E2 par rapport à 1, par rapport à 1, on l'a situé par rapport à 1. Mais dire que cette position relative est la même quel que soit E1. Donc de même, vu de R', la position relative entre les deux, c'est-à-dire le dx, dy, dy, machin prime, ça dit quelque chose, mais ça ne peut pas dépendre de où on était parti. Parce qu'il n'y a pas de sens à dire qu'on est quelque part plutôt qu'ailleurs. OK ? Donc, vous voyez que l'implémentation... C'est pour ça que c'est très important de réfléchir à comment on construit l'espace et de réaliser qu'on a besoin de le construire. C'est pas comme s'il existait des points et du coup, ils ont entre eux des relations qu'ils ont, on ne sait pas ce que c'est. Non, on le construit, l'espace, à partir de cette idée première de distance. Donc peu importe d'où on part. Alors, et donc il suffit de dire ça pour voir que
En fait, j'ai rien supposé au départ, mais en fait, ces fonctions, elles sont toutes linéaires. Alors, la première est linéaire, mais la deuxième, par le même raisonnement, elle est linéaire. C'est-à-dire, si je regarde le dy', il va dépendre de x, de y, de z, dt, mais il ne peut pas dépendre de où je suis parti. Donc, si je fais pareil, je remplace partout, je remplace les x par des y et les f par des g, c'est le même raisonnement, pour la même raison, g est linéaire. Donc ça, c'est linéaire, ça, c'est linéaire. Pareil, z est linéaire, et pareil pour le temps. L'intervalle de temps entre E1 et E2, il vaut dt. Dans R', il vaut dt'. C'est peut-être pas le même que dt. D'après Newton, si, mais peut-être pas. On a vu qu'on ne savait pas synchroniser les horloges. Donc je ne dis pas que dt' égale dt. Mais je dis que dt' peut dépendre de dt, mais pas de où j'étais parti. Pas de t1. Pas de ce t-là. Si j'ai un même dt, mais que je reviens plus tard, mais je fais le même dt, ce sera le même dt'. Peut-être différent de dt, mais le même dt' que si j'étais parti de plus tôt. OK? Donc, toutes ces fonctions sont linéaires. Donc là, on vient de sabrer complètement les possibilités. Alors, on va réécrire des fonctions linéaires, et puis on va continuer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? C'est important de bien comprendre cette première étape, parce que c'est vraiment l'homogénéité de l'espace qui est en jeu. OK, alors je vais réécrire des fonctions linéaires. Je vais donc dire que x', alors là on va avoir des indices à trimballer un peu. Je vais appeler ça A1x plus B1 y plus C1 z plus D1t. OK? Alors, je pourrais mettre il pourrait y avoir un terme constant, mais comme j'ai choisi l'origine des temps et des positions pour que quand x, y, z, t égale 0, j'ai aussi x qui vaut 0, et x' qui vaut 0 et y'. Donc en fait, ces constantes, je ne les ai pas. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris les deux événements origine coïncidents. Pour ne pas avoir des constantes en plus, on a déjà assez comme ça. Y' égale A2x plus B2y plus C2z plus D2t. Z' égale A3x plus B3y plus C3z plus D3t. Et T' égale A4x plus B4y plus C4z plus D4t. Voilà. Bon, c'est encore un peu compliqué, mais on a déjà quand même pas mal réduit. Et ici, bien sûr, tous les AI, les BI, les CI et les DI sont des constantes, c'est juste des nombres. D'accord ? Alors, de quoi peuvent dépendre ces nombres ? Certainement pas donc, des positions. D'accord ? Ils peuvent juste dépendre... Enfin, il n'y a qu'une seule chose qui caractérise le changement de référentiel, c'est la vitesse relative entre les deux. C'est-à-dire, évidemment, si je fais un changement de référentiel vers un autre référentiel qui va plus vite, par exemple, que le premier, je ne vais pas avoir la même transformation. La transformation est spécifique du référentiel. Mais il n'y a qu'une chose qui caractérise le mouvement d'un référentiel par rapport à un autre, c'est la vitesse relative. Donc ça, c'est des constantes. Tous les AI, BI, CI, DI sont des constantes dépendant, potentiellement, pas obligées, mais elles peuvent dépendre de V0. Ce n'est pas exclu. Vraiment, je ne suppose rien. J'impose simplement les contraintes vraiment constitutives des notions d'espace et de temps. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. OK, alors next step. Un petit peu d'isotropie. Deuxièmement, isotropie. OK, alors... on va faire plusieurs étapes, mais je vais commencer par prendre donc, soit un événement tel que y égale 0.
y égale 0, ça veut dire, donc j'ai x, o, y, z, ça veut dire que je suis dans le plan x, o, z. D'accord? Un événement particulier qui est dans le plan x, o, z, donc dans le plan du tableau ici, enfin si y mange dans le mur. Eh bien, ce que je peux dire, par isotropie, mais en fait on l'a déjà implémenté dans notre choix d'axe, ce que je peux dire, c'est que il est forcément il doit être aussi dans le plan x', o', z'. C'est comme ça qu'on a défini l'axe x', ou enfin, donc l'axe y est orthogonal à ce plan-là, dans R, mais aussi dans R', on a défini la coordonnée z comme ça, la coordonnée z', hein, puisque justement on a vu que des événements, dans un plan du référentiel R, dans un plan qui contient x, glissent le long de lui-même, et donc ça désigne un plan, ça désigne un plan aussi pour R', un plan est un plan. On peut le vérifier par la géométrie, enfin, vous prenez 3 points et vous allez voir que vous allez vérifier la géométrie euclidienne. Donc c'est un plan reste un plan. Ce plan-là, on l'a justement choisi, le plan x, o, z vu de R', on l'a choisi comme étant le plan x, o, z, x', o', z'. Donc y' égale 0. Donc ça veut dire que si y égale 0, quel que soit x, z et t, je dis juste que c'est un événement qui est dans le plan x, o, z, à n'importe quel instant. Donc, quel que soit x, z et t, si y égale 0, alors y' égale 0, par définition de mon choix d'axe. J'aurais pu choisir des axes plus compliqués, mais j'ai pris celui-là justement parce que ça va me simplifier les choses. Parce que maintenant, si je dis qu'à chaque fois que y égale 0, quel que soit x, z, t, je dois avoir y' égale 0, ça implique, quel que soit x, z, t, je dois avoir y' qui vaut 0 si y égale 0. Donc si ça est nul, je dois avoir 0 quel que soit x, z, t. Bon, donc A2 égale 0, C2 égale 0 et D2 égale 0. C'est des constantes. Et ça doit valoir, la somme doit valoir 0, quelles que soient les valeurs. Bon, c'est 0. OK? Donc, A2 égale C2 égale D2 égale 0. Yeah! Voilà un résultat sympathique. Vous voyez, ça tombe tout de suite. Hein? Alors, ça tombe si facilement parce qu'on a pris un bon système de coordonnées au départ. Mais justement, pourquoi s'en priver? Par ailleurs, c'est le système naturel. OK. Et de la même façon maintenant, idem, si z égale 0, c'est-à-dire si on est dans le plan x, o, y, quel que soit x, y, quel que soit où on est dans ce plan, et quel que soit l'instant qu'on considère, on est aussi dans le plan x', o', donc ça c'est le plan x, y. On est dans le plan x', o', y'. C'est comme ça qu'on a défini la coordonnée y'. Et donc z' égale 0. Voilà, donc si z égale 0, quel que soit x, y, t, z' doit être nul. Donc A3 égale B3 égale D3 égale 0. OK, on a encore sabré pas mal. Donc ça dégage. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon. On commence à être pas mal. Alors maintenant, un truc un tout petit peu plus subtil, est toujours lié à l'isotropie. Donc je vais...
je ferai l'update de notre transformation après. Je vais faire cette dernière étape. Il n'y a pas de questions là-dessus, c'est bon? OK. Alors maintenant, je vais... En fait, c'est un truc qui va mêler homogénéité. Je vais faire un troisièmement alors. Bon, du coup, je vais updater ça. Et hop. Donc ça. Ça. C'est moche, non? Non, ça va? C'est artistique. Ok, alors maintenant je vais considérer deux événements symétriques par rapport à O. Alors regardez bien. Donc j'ai l'axe X pour mon référentiel R et je prends un point, alors par exemple dans la direction Z. Alors j'ai l'événement origine ici. Je pourrais prendre à n'importe quel instant. Évidemment c'est invariant par translation dans le temps. Donc je vais prendre à l'instant t égale 0, mais peu importe. Donc là j'ai l'événement origine. Et je considère l'événement, je vais l'appeler E1, qui est dans le plan X, O, Y, non, dans le plan Y, O, Z, à une certaine distance en dessous, je ne sais pas comment je vais l'appeler, L. L. Bon, en fait, non, je vais l'appeler, oui. Oui, L. Okay. Alors, c'est quoi les coordonnées de cet événement? Eh bien, alors, il est en X égale 0, il est en Y égale 0, et il est en Z égale moins L. Et en T égale 0. Ok, ça c'était, la dernière c'était. Après, plus tard, je mettrai le T en premier, mais bon, pour l'instant, je fais comme ça. Et puis, je vais considérer l'événement symétrique dans l'espace, enfin, je sais pas, en tout cas, cet événement-là, voilà, E2, qui a L au-dessus, cette fois, au-dessus du plan X, Y. Donc, E2, il a pour coordonnées, alors, donc ça, je vais l'appeler Z1, 0, 0, Z2, ça va être plus L, et 0 pour le temps. OK? Tout ça dans le référentiel R. Yes? Bon, deux événements, un point en dessous, un point au-dessus, à l'instant initial, le long de l'axe Z. Bon, très bien. Alors, voyons maintenant ces coordonnées dans R'. Ces deux événements sont bien identifiés, position, instant, OK. Voyons les coordonnées dans R'. Alors dans R', compte tenu de ce que je sais déjà, X', X égale 0, Y égale 0, T égale 0. Donc X', alors je vais mettre X'1, ça va être C1Z1, c'est-à-dire moins C1L, pardon. OK? Bon. Et X'2, X'2, bah pareil, ça va faire C1Z2, c'est-à-dire plus C1L. OK? OK. Et maintenant, je vais dire deux choses. Non, bah c'est tout. Ouais. Donc vous voyez que j'ai X'1 qui vaut moins X'2. Bon, okay. Bah, évidemment c'est linéaire, donc entre plus ou moins, ça fait l'opposé. Bon. Mais sauf que en fait, par isotropie, ces deux points là qui sont de part et d'autre, donc linéairement il y en a un qui est en moins, l'autre qui est en plus. Oui, mais si je fais une rotation autour de l'axe X, en fait, c'est le même point.
Donc par isotropie, la coordonnée x, elle doit être la même. La coordonnée x', pardon. Si la coordonnée x est la même, la coordonnée x' doit être la même, enfin, dans cette configuration-là, au même instant. Enfin, voilà, là, je passe de celui-là à celui-là par une simple rotation autour de x. Et ça, c'est invariant par rotation. L'espace est isotrope. Alors vous me direz, mais on a brisé l'isotropie puisque les deux référentiels bougent l'un par rapport à l'autre. Oui, mais il y a une direction privilégiée, une seule, la direction de translation. Mais par ailleurs, l'invariance par rotation autour de l'axe de translation, elle est préservée. Aller par là, ça ne change pas. D'accord ? Donc, en fait, donc ça c'est bien, ça c'est juste l'implémentation de ce qu'on a déjà. Or, E2 et E1 se déduisent l'un de l'autre par une rotation autour de OX. Donc, aucun effet. Ça doit faire aucun effet. Voilà. Par conséquent, je dois avoir x'2 égale x'1. Mais comme par ailleurs, x'2 égale moins x'1, bah donc x'2 égale x'1 égale 0. Oui ? Ouais. Si on a dit si y égale 0, alors x' égale 0, y' égale 0. Et si on fait ça donnement aussi avec x, ça marche pas? Non, non, parce que... Non, parce que ça dépend quand. Si j'ai x égale 0 à un certain instant, et puis x égale 0 à un autre instant, par rapport au référentiel R' qui est en train de bouger, entre ce x égale 0 à un certain instant, il va être à... Si c'est à cet instant-là, il est à... Le x' il vaut moins ça. Si je prends un autre x égale 0 plus tard, O' aura été là, donc x' sera plus grand. Vous voyez ? Justement parce que les événements, il faut spécifier quand. Oui ? En fait, là, c'est parce qu'on a une translation par rapport à x que ça marche. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai mis homogénéité, puis après, en le disant, je me suis aperçu qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin, mais c'est que l'écart entre E1 et 0, cet écart-là, c'est le même que celui-là. Donc effectivement, de là à là, c'est effectivement l'opposé de là à là. C'est l'opposé, mais en même temps, ça doit être le même puisqu'on est invariant par rotation. C'est-à-dire, en fait, je vais le dire autrement. Entre aller vers là et aller vers là, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a le même écart entre lui et lui qu'entre lui et lui. Donc c'est l'écart opposé qu'entre lui et lui. Donc cet écart-là, c'est l'opposé de celui-là. En même temps, puisque l'espace est isotrope, si je pars d'ici, que je monte là, ou que j'aille par là, ou par là, ou par là, si je m'écarte d'autant, c'est pareil, peu importe la direction dans laquelle je m'écarte. Par isotropie, monter là-haut, ça ne peut pas faire un autre effet que d'aller par là, si je me déplace d'autant, en tout cas. Donc par isotropie, par invariance, par rotation autour de l'axe, peu importe dans quelle direction je me décale. Ça doit faire pareil. Or, entre là et là, ça fait l'opposé puisque c'est linéaire. Enfin, j'ai le même écart entre lui et lui et lui et lui. Ouais. Et donc, ça veut dire que si j'ai le même x, mais
le même t. Mais en fait, c'est ça, ça répond à votre question. C'est juste que tout à l'heure, j'avais dit quel que soit t. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça qui... D'accord, voilà. Tout à l'heure, j'ai dit quel que soit t pour tuer les trois d'un coup. Mais là, pour x, c'est pas vrai. C'est pas vrai que quel que soit t, c'est pas parce qu'on a le même x. Si on a le même x, on n'a pas le même x' si c'est pour le même moment. Puisque justement, l'autre, ça bouge. Voilà. Donc là, j'ai tué les trois facilement, pouf. Et là, je ne peux pas le tuer, celui-là. Je ne peux pas. Même dans la transformation de Galilée, il est là, d'ailleurs. Justement, la position de x vue de x' dépend du moment dont on parle. Puisque, justement, ça bouge. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, vous voyez qu'il y a le double aspect, c'est que cet écart-là, c'est le même que celui-là. Donc en fait, celui-là, c'est l'opposé de celui-là. Oui, c'est l'opposé, mais en fait, c'est le même aussi par invariance par rotation. En fait, quand on fait une rotation de pi, on se retrouve avec moins le nombre. En fait, c'est juste ça. Et du coup, il n'est pas possible, si on est ici à l'instant t égale 0, par exemple, mais peu importe l'instant, de toute façon, on a des constantes là. Donc je prends instant t égale 0. Il n'est pas possible que si je suis en x égale 0, je ne sois pas aussi en x' égale 0. C'est ça qu'on vient de voir. X' doit être égal à 0 en fait. Si x égale 0. Mais si on est à t égale 0. Donc si on est à t égale 0, mais ça vaudrait pour un autre t, il y a invariance par translation dans le temps. Mais il faut que ce soit le même t. C'est ça le point clé. Donc là, j'ai pris t égale 0, c'est plus simple. Comme ça fait 0. Si on est à t égale 0, eh bien, dès lors que... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Dès lors que y égale 0, ça ne doit pas dépendre de z. Et après, de la même façon, dès lors que z égale 0, ça ne doit pas dépendre de y. C'est-à-dire que là, j'ai pris deux écarts comme ça, je peux les prendre dans n'importe quelle direction. En fait, ça ne doit pas dépendre du tout de la direction dans laquelle je m'écarte. Donc ça veut dire que si x égale 0 et que j'ai le même t, quel que soit y et z maintenant, x' doit être égal à 0. Enfin, elle doit être égal au... Non, si t égale 0, et quel que soit y et z, si x égale 0, x' doit être égal à 0. Je sais pas, ouais, c'est bon. Je ne sais plus où l'écrire, donc je vais juste noter la conclusion. La conclusion, c'est que B1 égale 0 et C1 égale 0. Voilà. On progresse. On progresse. Bon, il y a encore le temps, on ne sait pas dire grand-chose pour l'instant hein, sur le temps. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de considérer que t' égale t, donc... on a déjà dit que c'était une fonction linéaire, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a rien dit d'autre. Alors, voyons. Alors, je vais faire pareil, en fait. Je vais me décaler dans le temps, maintenant. Alors, j'ai presque envie de passer sur l'autre tableau, mais ça veut dire qu'il faut bouger ça, mais why not? Ça marchera. Vous voyez si j'écris là? Parce que... Ah, non. Ah, mais j'ai... C'est pas mal, ça? Ça va? Bon, on va faire ça. Jean? Ouais, ça tourne. Ok, alors... Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme événement, là?
Bon, je vais noter les événements que j'ai pris. Enfin, ces genres de trucs, c'est simple, mais si on veut que ce soit, soit limpide, il vaut mieux prendre les bons événements. Alors, ok, donc je prends l'événement E1 qui a pour coordonnées 0, Y, Z, 0 dans R. Et l'événement E2 qui a pour coordonnées 0, moins Y, moins Z, 0. Bah non, mais ça, c'est ce que je viens de faire. Ah oui, 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 non, mais alors en fait, oui. Ah oui, oui, d'accord. Non, non, bon, je l'avais fait de façon plus générale directement sur les deux axes. Mais je le laisse. Ah oui, merde. Ah non, mais du coup, bon, allez, je ramène ça là-bas. À moins que vous préfériez qu'on fasse ça là. Allez, je remets là-bas, c'est plus simple. J'ai voulu ruser, mais ça ne marche pas. Ok, excusez-moi. Donc en fait, avec les deux mêmes événements, j'ai raisonné sur X là, mais je peux raisonner aussi sur T. Et donc, je peux faire la même chose ici. Je vais avoir T'1 qui vaut, alors j'ai X égale 0, Y égale 0, donc j'ai C4Z, C4Z1. Ah oui, mais c'est pareil. Attendez, oui, C4, ouais, si, c'est ça. Oui, puisque T égale 0. Oui, bon, ok, je suis compliqué la vie. T'2 égale C4Z2, puisque tous les autres sont nuls. Et donc ça fait C4L, et ça fait... Enfin non, c'est lui qui est moins, et celui qui est plus. Ok, donc T'1 égale moins T'2. Mais par ailleurs, T'1 égale T'2 pour la même raison. C'est qu'en fait, on est dans le même rapport. Enfin, ce que j'ai dit pour X, je peux le répéter pour T. Excusez-moi, il n'y a rien d'autre à introduire. C'est-à-dire que l'écart entre ces deux-là est le même que celui-là, donc c'est l'opposé de celui-là. Donc le T'1, le T'2 enfin, la différence de T' ici et la différence de T' là doivent être opposés. Mais par ailleurs, ça doit être le même, puisqu'en fait, je me suis juste décalé de l'axe dans une direction perpendiculaire à X, donc toutes les directions se valent. Donc vers le haut ou vers le bas, c'est pareil. Et donc, par exactement le même raisonnement, on doit avoir T'1 égale T'2 égale 0, et donc B4 égale C4 égale 0. Bon. Ok, c'est vraiment juste... ce que j'ai dit pour X, vous reprenez la même chose pour T, ça reste vrai. Donc, j'ai dégagé ça aussi. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est bon? Alors, c'est de plus en plus sale. Donc je vais réécrire la transformation là où on en est maintenant. Donc x' égale A1
je vais noter A1 de V0. Maintenant que j'ai moins de coefficients, je peux dire qu'a priori, ça dépend de V0. Fois X plus D1 de V0 T. Y' égale B2 de V0 Y. Z' égale C3 A. Ouais. Je vais rajouter un élément d'isotropie. Oui? C'est juste, je comprends pas pourquoi la partie qu'on venait déplacer, c'était C1S. Et après, pour le T, c'était C4T. Pourquoi c'est C4? C4, c'était lui. Parce que c'était par rapport au Z qu'on regardait, c'est pour ça qu'on regardait les T. Oui, oui, c'est Z qui a bougé. Donc là, il y avait plus B4Y plus C4Z. Ah, j'avais mis C1 quelque part? Ah oui, quand je regardais X, c'était C1, et quand je regarde T, c'est C4. Ah oui, oui, ok. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais pour X', pour établir qu'on avait bien X' E1 égale X' E2, on a utilisé l'isotropie de l'espace finalement. Parce que ça permet de considérer que si je fais une rotation de l'espace, j'ai en fait quelque chose qui est équivalent physiquement. Et donc j'ai bien l'égalité des deux au même moment, ce qui permet d'établir la limité en fait, de la constante de la relation. Mais pour le temps, pourquoi est-ce qu'on a cette égalité entre T' de E2 et T' de E1? Parce que de la même façon, le delta T' peut dépendre, le delta T' peut dépendre évidemment du delta X, delta T, delta Y, delta Z, mais pas de la direction dans laquelle les deux événements sont séparés. Sinon, si ça en dépend, ça veut dire que je peux identifier une direction qui est différente des autres. Puisque, quand on va par là, ça fait un certain delta T, quand on va par là, ça fait un autre delta T. Donc, ça veut dire que toutes les directions ne se valent pas. Donc, il faut que ce soit le même delta T, parce que ça ne doit pas dépendre de la direction. OK? Sinon, je peux identifier une direction privilégiée en disant « Ah tiens, c'est celle qui a le plus petit delta T, ou plus petit, quand je me déplace par là, plutôt que je me déplaçais ailleurs, ça aurait fait un autre delta T. » Non, ça ne peut pas, en fait. Quand je me déplace suivant X, oui, parce que ça, c'est une direction différente. Mais tant que je suis dans des directions qui sont vraiment équivalentes, ça ne doit rien changer à ce que je constate à l'arrivée, enfin, dans l'autre référentiel. Parce que toutes les directions se valent. Alors, le delta Z pourrait dépendre, évidemment. Mais le delta T qui n'a rien à voir ne peut pas en dépendre. OK? Oui? Donc finalement, en fait, ça ramène un peu à dire cette isotropie de l'espace que l'information pour venir des deux points, elle met le même temps pour venir au référentiel parce qu'il y a une isotropie par rotation autour de X. Non, il n'y a pas besoin d'invoquer de l'information ou un temps de propagation quelconque, là. Je regarde juste... Je regarde juste les coordonnées, je compare les coordonnées temporelles de deux événements identifiés par leurs coordonnées temporelles dans un certain référentiel. Et par leurs coordonnées spatiales aussi. Donc j'ai deux événements qui sont à la même coordonnée temporelle, au même X, au même Y, en l'occurrence il y avait juste Z qui varie. Dans R, si dans R', ces deux événements qui ont les mêmes coordonnées sauf Z, n'avaient pas la même coordonnée temporelle, ça voudrait dire que, alors que je passe de l'un à l'autre par une simple rotation, ça veut dire que, suivant la direction dans laquelle j'ai déplacé, suivant ce que j'appelle Z en fait, j'ai un delta T différent. Donc ça veut dire que toutes les directions ne se valent pas. Il y a la direction dans laquelle ça provoque un grand delta T, puis la direction dans laquelle ça provoque un petit delta T. Donc elles ne se valent pas toutes, mais si elles doivent toutes se valoir.
il ne peut pas y avoir la moindre différence entre se déplacer par là, enfin, d'avoir un écart comme ça, ou un écart par là, ou un écart par là. Ouais? Ça répond? Moyen? Pas vraiment? Si, d'accord. Ok. Ok, donc on en est là. Alors oui, l'autre chose que je voulais implémenter tout de suite, c'est qu'évidemment, justement par isotropie, ce qui se passe sur Y et ce qui se passe sur Z, c'est pareil. D'accord? Donc en fait, B2 et C3, c'est la même fonction. Enfin, c'est le même nombre qui peut dépendre de V0, mais c'est le même nombre. D'accord? Parce que sinon, ça veut dire que, encore une fois, se déplacer suivant Y ou se déplacer suivant Z, c'est pas pareil. Bah, bien sûr que si. Hein. Donc je le rajoute ici, C3 égale B2, bien sûr. Donc là, je remets B2 de V0 Y, et puis j'ai T' qui vaut donc A4 de V0 X plus... donc on vient de tuer ça, on a dit, et il reste plus D4 de V0T. Voilà où on en est. Bon. Ok. Quoi d'autre? Bah pour l'instant, c'est bien. Alors maintenant, on va faire une petite chose sympathique. On va commencer à mettre un peu de physique. Là c'est... Enfin, de physique. Bien grand. Là, on a regardé l'isotropie et l'homogénéité. Vous remarquez qu'à aucun moment, je n'ai utilisé le fait que le référentiel R', c'est pas n'importe quoi. C'est celui qui va à la vitesse V0 par rapport à R, dans la direction des X croissants. Alors, maintenant, je vais le dire. Alors, c'est troisièmement, troisièmement Quatrièmement. Quatrièmement, définition de R'. C'est-à-dire, donc, encore une fois, l'idée, c'est que R', c'est le référentiel qui va à la vitesse V0 dans la direction UX par rapport à R. Ça veut dire que le point O', est le point tel que dans R, on est X de O' égale V0T, Y de O' égale 0, Z de O' égale 0, et voilà. D'accord? Quel que soit T. On est d'accord? C'est ça le point O'. C'est le point qui suit la trajectoire V0T au cours du temps, ou du temps de R. Je n'ai pas parlé du temps de R', hein, mais ça c'est vrai. Donc, or O', c'est par ailleurs le point qui a pour coordonnées X'O' égale 0, Y'O' égale 0, Z'O' égale 0. Donc, je dois vérifier ça. Donc, je mets là. Or, que vaut X'O'? Pardon, c'est X'O' qui vaut ça, Y'. D'accord, c'est le X' du point O'. Pour lui, il reste 0, c'est lui l'origine de son propre référentiel. Donc, X' de O', maintenant, si j'applique la transformation, enfin, celle-là, X' de O', c'est A1 X de O', c'est-à-dire V0T, plus D1 T. Je vais effacer à côté.
retirer le 2V0 là, pour l'instant je le remettrai. D'accord? Donc je dis juste que x', c'est le point, enfin x' vaut ça, à chaque instant t, x de O', j'implémente ça. C'est x, c'est x de O', c'est V0t, et donc ça fait ça. Okay? Et ça doit être égal à 0. Donc ici, c'est par application de la transformation. C'est D1, merci. Et ça, cette égalité-là, c'est car O' est l'origine de R'. Bon. Donc, en fait, et ceci est vrai, quel que soit t, je dois avoir A1V0 plus D1 qui vaut 0. Donc j'ai D1 qui vaut moins V0 à 1. OK? Bon, bah, je vais réécrire ça alors du coup. Si D1 c'est moins A1 V0, je vais mettre A1 en facteur. Je le change directement là, c'est bon? Donc facteur de ça. OK. Ça se précise. Donc x' c'est A1 facteur de x moins V0t. Bien. Next step. Cinquièmement, renversement du temps. Enfin, du temps, pardon, des axes de l'espace. Enfin, en fait, de l'axe x. Enfin, de l'axe x dans R et de l'axe x' dans R'. Alors là, il va se passer un truc amusant. Mes deux référentiels, ils sont ce qu'ils sont, mais j'ai choisi un système d'axes, x, y, z. Enfin, justement, j'avais choisi x par là, je choisis x dans l'autre sens. Enfin, je compte x en moins x. J'ai le droit. Enfin, je fais ce que je veux. C'est O'. Donc, en fait, ce que je fais, c'est juste un changement de variable. X donne moins x et x' donne moins x'. Qui m'en empêche? Donc, qu'est-ce que ça donne? Du coup, x' maintenant, c'est moins x'. Donc, je réécris la même transformation avec ces nouvelles coordonnées. Donc, j'ai moins x' qui vaut A1 de V0 facteur. Alors, x, maintenant, c'est moins x. Ah, bon, OK. Donc, moins x moins V0t. J'ai y', OK, qui vaut toujours B2 y. Z' qui vaut B2 z. Et T' qui vaut, alors, A4 fois, j'ai changé x en moins x, donc ça fait moins x. Donc, moins A4x, si vous voulez. Plus D4T. Oui, OK. Y. Oui. Non? Ah, d'accord. OK, c'est pas faux, j'ai changé x en moins x et y en moins et x' en moins x'. Oui? Je pense que c'est 3, non? Ou Z'. Là? Oui, mais j'ai dit qu'en fait, C3 et B2, ça devait être le même, puisque par isotropie, suivant sur Y ou sur Z, il doit se passer la même chose. OK? Ouais, je ne l'ai pas écrit, je l'ai dit oralement. Mais, enfin, je l'ai dit en le faisant, mais... Voilà.
Donc j'ai changé x en moins x et x' en moins x'. Donc évidemment, pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans le nouveau système de coordonnées, en changeant x et x', maintenant, ce qu'on a ici, c'est qu'en fait, avant, on avait R' qui allait à la vitesse V0 dans la direction des x croissants, par rapport à R. Et maintenant, il va à la vitesse moins V0 dans la direction des x croissants. J'ai rien changé, j'ai changé x en moins x. Mais ça revient, par rapport à ce que j'avais fait avant, à changer V0 en moins V0, en fait. Tout bêtement. D'accord? Or, rien de ce que j'ai dit avant n'a utilisé à aucun moment le fait que V0 puisse être positif, négatif, etc. J'ai rien dit. La seule fois d'ailleurs où j'ai utilisé V0 pour dire que c'est V0 et pas n'importe quoi d'autre, c'est quand j'ai dit ça. Donc quand j'ai dit que la position, oui. Quand j'ai dit que V0 c'est ce qui caractérise le mouvement de O'. Donc x de O', c'est V0t. Mais V0 pourrait être négatif, ça changerait quoi? Ce serait vrai quand même, on aurait déduit la même chose. J'ai jamais supposé que V0 était positif. Donc, ce que j'ai dit avec V0 positif marche aussi avec V0 négatif, sauf que... Et donc, je peux écrire la même relation enfin, avec un autre V0, donc je change V0 en moins V0 maintenant. Et le truc, c'est que changer V0 en moins V0, c'est pareil, ça doit être pareil que changer x en moins x et x' en moins x'. Ça inverse la direction, c'est tout. Donc, cette équation-là, enfin, ce système d'équations, doit être égal, enfin, doit être le même que celui-là si je change V0 en moins V0. D'accord? Changer la direction des axes ou changer le signe de la vitesse, c'est pareil. Donc, j'ai deux systèmes, j'ai celui-là et j'ai celui-là avec moins V0. Alors, je vais l'écrire à côté pour regarder celui-là. Je peux effacer ça, ça c'était autre chose. Donc ça, c'est sûr, j'ai changé x en moins x, j'ai le droit. Et là, maintenant, je dis que ça doit être pareil que ça avec V0 opposé. Donc, si je change V0 moins V0, j'ai ça, A1 de moins V0, facteur de x plus V0t, y' égale B2 de moins V0, y, z' égale B2 de moins V0, z, et t' égale A4 de moins V0, x, plus de 4, D4 de V0t. Voilà. Ces deux systèmes doivent être exactement les mêmes. Par conséquent, alors là, si je mets le moins en facteur, j'ai x plus V0t. Et mais là, j'ai, en fait, ouais, donc si je remets des plus ici et des plus là, j'ai x' égale 1 de V0, x plus V0t. Et là, j'ai x' égale 1 de moins V0, x plus V0t. Moralité, la fonction A1 est paire. Donc, même système. Et donc, ça implique que A1 de moins V0, c'est A1 de V0. Ça implique aussi, parce que ça doit être pareil que ça, que B2 aussi est paire. B2 de moins V0 égale B2 de V0. Ça implique que D4 de V0, moins V0 ici, pardon, égale D4 de V0. Mais par contre, la fonction A4, elle doit être impaire. A4 de moins V0, c'est moins A4 de V0. Voilà. Bon, j'ai trouvé les conditions de parité de ces fonctions de V0. C'est des nombres, hein, mais c'est des nombres qui dépendent de V0. Et si je change V0 en moins V0, ça ne change rien, sauf pour A4 qui change de signe. Bon, très bien.
Next step. Alors maintenant, on va faire la transformation inverse. Parce que ça prépare l'étape suivante. C'est que si je passe de R à R', donc des coordonnées x, y, z, t aux coordonnées x', y', t', en faisant un changement de référentiel à la vitesse v0, bah, je dois pouvoir revenir aux coordonnées de R, c'est-à-dire exprimer x, y, z, t en fonction de x', y', z', t', par la transformation inverse. En fait, c'est-à-dire R se déplace par rapport à R', justement la vitesse moins v0, suivant le même axe. Donc, la transformation inverse, c'est en fait la transformation à moins v0. D'accord? L'un se déplace par rapport à l'autre à v0 et l'autre par rapport à l'un à moins v0. Donc, je vais l'écrire. Alors, allons-y. Donc, sixièmement, transformation inverse. Transformation inverse. Donc, je vais écrire que... Donc, je passe de R à R' avec V0 et je passe de R' à R avec moins V0. Donc, ça veut dire que j'écris juste... Je remplace les primes par des pas primes et des pas primes par des primes. Donc, j'exprime x, y, z, t en fonction de x', y', z', t'. Donc, j'ai x qui doit valoir A1 de moins V0. Et A1 de moins V0, c'est A1 de V0. Mais qu'à cela ne tienne, A1 de moins V0, facteur de x' plus V0t'. Y', ça doit être égal... Pardon, y, ça va être B2 de moins V0, y'. Z, B2 de moins V0, Z'. Et T, c'est A4 de moins V0, x', plus D4 de moins V0, T'. Vous voyez, j'ai juste changé les x et les x', d'accord? Et v moins v0. Si ceci est vrai, ceci doit être vrai. Alors maintenant, comme j'ai les propriétés de parité des fonctions a, b, etc., ça, c'est pareil que 1 de v0. Enfin, je n'ai pas assez de place pour tout expliciter, mais... Non? Ah! Trop tard? Non, c'est bon? Désolé. Il faut hurler plus vite. Alors. OK. Donc, j'ai x' en fonction de x, enfin, j'ai les primes en fonction des pas primes, et j'ai les pas primes en fonction des primes. Donc, si je remplace les primes là-dedans, je dois retomber sur les valeurs de départ. C'est le même événement. Je regarde qu'il y a des coordonnées x, y, z, t. Je regarde quelles sont ces coordonnées dans R'. Puis après, je dis, oh non, finalement, je vais revenir dans R. Je dois retomber sur les mêmes, c'est le même événement. Donc, je vais implémenter x', y, z', z' là-dedans. Donc, allons-y. Donc, j'ai x qui vaut... Donc, qui vaut 1. Alors, 1 de moins V0, c'est 1 de V0. Donc, j'ai ça, facteur de x', qui est ça. A1 de V0. Ah bah en fait, ils sont là. Oui, donc je peux effacer. Comme j'ai besoin de place, je vais redémarrer de là. OK, donc x, c'est égal à A1. Donc A1, je sais que c'est pair. Donc j'ai A1, je le fais un peu à la volée, sinon je vais utiliser trop de tableaux. Donc en fonction de x, j'ai un A1 carré x
fait, je regarde les x. Du x, j'en ai un d'ici, avec un 1 carré, et j'en ai un de là, avec... Donc j'ai A1, V0, A4. Alors, vérifiez avec moi, parce que le néo-tableau, c'est très difficile. Donc j'ai A1, en fait j'ai A1, facteur de A1 je suis perdu, moins V0 A4, c'est ça? X et ensuite du T j'en ai d'ici, donc là j'ai moins A1 V0 et j'en ai du T, j'en ai de là aussi, et là j'ai V0 D4. Plus V0 D4. C'est vrai ça? Je crois que si faut que je prenne du recul parce que... Vous voyez ce que j'ai fait? C'est... Je dis que X, c'est... Bon, je peux remettre des plus là. Là, je vais mettre un moins. J'implémente ça direct hein, parce que je connais les parités maintenant. Hein. Hein? Donc, il y a juste lui qui était impair. Hein. Donc, je dis que X, c'est A1 fois ça, plus V0 fois ça. D'accord? Donc, pour gagner une ligne, je suis en train de perdre du temps, comme d'habitude, mais je veux mettre les X ensemble et les T ensemble. Donc, j'ai A1 fois le X qui vient de lui, c'est A1. Plus V0 fois le X qui vient de lui, c'est A4. Donc là, il y a plus, en fait. C'est ça? Et ensuite, je veux les T, et donc j'en ai un ici. Donc j'ai A1 qui est en facteur global. J'ai V0 fois lui. Donc V0 D4. C'est lui. Et j'ai lui moins V0 A1. Et bien c'est bon. OK? J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui bosse là. Vérifiez, hein? OK. Y, ça va le faire. Y, c'est B2, Y', et Y', c'est B2Y. Donc ça fait B2 au carré. Y. Z. Oui, vous avez détecté une erreur? Quelqu'un a détecté une erreur? Non? Non? Ah non, c'est bon. OK. Et T. Donc T, c'est moins A4 fois X'. Oh, je vais l'écrire. Je vais l'écrire en deux lignes, sinon je... Facteur de A1 X moins V0T plus D4 facteur de T', et T' c'est A4 X plus D4T. OK, et donc ça fait
Alors si je regroupe les x, ça me fait moins A4 de V0 facteur de A1 de V0 plus D4 A4. Je retire les deux V0, ça m'énerve, ça me fatigue. X moins A1 V0 plus D4 carré. Oh non. Oh, le moins, il est peut-être pas en facteur là. J'ai l'impression que vous m'avez complètement abandonné. Hein. Ah bon, c'est bien. Ouais. C'est juste en haut. Le moins, il n'est pas en facteur, peut-être. Hein. Non. En fait, c'est juste qu'il y a A1 plus B0 fois A4, et du coup, je me suis dit que c'était pas homogène au début. Ah là? Ouais, c'est ça qui me perturbait, mais je suis pas sûre. Je me suis dit, ça doit être une vitesse fois A1. Non, non, ça, c'est pas gênant. Non, non, parce que, vous voyez, A4, il a les dimensions de l'inverse d'une vitesse, en fait. A4, A1, ah, et A1, c'est... Et A1, c'est sans dimension. Ah, ok. Vous voyez, parce que A1, il est en facteur entre le X et... Donc, ça va. Par contre, oui, C'est pas en facteur, ouais, c'est que le c'est que le premier, hein. Ouais. Ou alors, je vais faire ça comme ça. Là, c'est vrai. C'est ça? Ouais. Je le sentais, le coup du facteur, là. OK. Bon, allez. On s'accroche. On y croit. Bon, alors, première chose, B2 au carré, ça fait 1. OK? Manifestement. Donc, B2 carré de V0 égale 1. Autrement dit, B2, ça ne dépend pas de V0, une constante. Son carré vaut 1, donc il pourrait valoir 1 ou moins 1. Mais puisqu'il ne dépend pas de V0, il doit valoir la même chose que ce qu'il vaut quand V0 vaut 0. Il ne dépend pas de V0. Quand V0 vaut 0, ça veut dire qu'en fait, c'est le même référentiel. Donc Y' égale Y. Donc B0, donc B2, là, en fait, c'est 1. Ça ne peut pas être moins 1. Donc, B2 de V0 égale constante. Or, B2 de 0 égale 1. Donc, B2 de V0 égale 1, quel que soit V0. Bon. Autrement dit, Y' égale Y, Z' égale Z. Bien. C'était pas garanti, mais c'était un peu intuitif malgré tout. Quand on se déplace suivant X, enfin quand deux référentiels se déplacent l'un par rapport à l'autre suivant X, ça n'affecte absolument pas les coordonnées Y et Z. Alors évidemment, après on peut faire un changement de repère en tournant les axes, mais si on a pris les axes comme étant les mêmes, eh ben, il n'y a pas de changement de valeur des coordonnées. Les longueurs ne changent pas dans la direction orthogonale à la direction de déplacement. Très bien, sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre de ça? Il faut que ça, on est d'accord que x, ça doit être égal à x. Donc, ça ne doit pas dépendre de t. Donc, ça doit être égal à 0. Quel que soit t, x égale x. Donc, il faut que ça, ce soit 0, et il faut que ça, ce soit 1. Et pareil, il faut que ça, ce soit 0. T, c'est égal à t. Donc, ça ne doit pas dépendre de x. Et par ailleurs, l'autre, ça doit faire 1, quoi. Donc, vous voyez que là, on est extrêmement contraint, en fait. Alors, écrivons que ça égale à 0. Ça veut dire que... Alors, il y a V0 en facteur. Et ça veut dire que A1 est égal à D4. Waouh! On a relié un coefficient là, qui relie le x' au x à un coefficient qui relie le t' au t. On a trouvé que c'était le même. Donc,
A1 égale D4. Okay. Et vous remarquez que le fait que... Oh là là. Ouais, donc ça veut dire que là, c'est faux, ça. Alors ça, c'est complètement faux. Je savais que vous me laisseriez faire des bêtises. Hein. T égale moins A4 facteur de A1x moins V0t plus D4. Ah oui, mais il n'est pas en facteur, celui-là. Plus D4 facteur de ça. Ouais, donc, ouais. Donc, vous m'avez laissé faire n'importe quoi. Je ne vous remercie pas. Donc, plus D plus D4 facteur de T', c'est-à-dire A4x plus D. OK. Et donc ça fait moins A4 A1 suivant x plus D4 A4. Tout ça suivant x. Et suivant t, j'ai plus A4 V0 plus D4 carré, tout ça suivant t. Donc je retrouve que effectivement, si A1 égale D4, nécessaire pour que ce terme-là soit nul, c'est-à-dire que x ne dépend pas de t évidemment, eh bien cette condition me garantit aussi que ça c'est bien égal à 0. Chouette. C'est la même condition en fait, enfin chouette ou pas chouette, du coup ça ne me donne pas une info supplémentaire, mais en tout cas c'est compatible. Et par ailleurs, je dois avoir ça qui vaut 1 et ça qui vaut 1. Et alors là, à nouveau, il y a des chances que ce soit la même condition. Ça qui vaut 1, ça veut dire que j'ai D4 au carré qui vaut 1 moins A4 V0. Et ça me dit c'est pareil, il y a des facteurs qui ne devraient pas être là, ça, hein, à tous les coups. Hein. Oh, j'ai fait A1 fois tout ça. Donc, suivant x, j'avais A1 carré. Et après, A1 V0 A4. Si, c'est bon. Donc, ça fait A1 carré plus V0 A1 A4 égale 1. Mais A1, c'est D4. Donc ça, c'est D4 au carré plus V0 A4 D4 égale 1. Donc là, il manque un D4. Oh. Là, il manque un 1. Comment vous dites? Là, il manque 1. Il manque quoi, là? A1, A4. Ah! Ouais. Ouais. Et A1, c'est D4. Oh là là. Donc A1, c'est D4. Donc j'ai A1, A4, V0 plus A1 carré qui vaut 1, c'est ça? Et là aussi, A1, A4, V0 plus A1 carré égale 1. Oui, c'est bien la même. A1, c'est D4. OK. Bon. Alors, on va tirer... Quelle heure est-il, là, avec tout ça? Oh là là.
On va y arriver, on va y arriver. On y est presque, hein. Vous sentez que ça commence à se resserrer là sur la transformation de Lorentz, mais on a encore 2 étapes. Bon, celle-là, c'était pas la plus simple. Enfin, c'est trivial, mais voilà, le néo-tableau, c'est l'enfer. C'est pour ça que je comptais sur vous et vous m'avez lâchement abandonné. Bon. Donc, on a ça. Et par ailleurs, oui, et on a ça. Donc, on a... Ah oui, non, ça, c'était ça. OK, on a ça. Très bien. D'accord. D'accord, oui. Donc, on peut exprimer A4 en fonction de A1. Donc, A4, c'est 1 moins A1 carré sur A1 V0. Et bien voilà. OK? Voilà. Bon, alors, on va réécrire la situation telle qu'on l'a maintenant. Donc, j'ai toujours un A1, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai exprimé tout le reste en fonction de A1. J'ai plus qu'un seul nombre que je ne sais pas encore exprimer. Mais on n'a pas encore tout implémenté, vous allez voir. Donc, x' égale A1 de V0, facteur de x moins V0t, très bien. Y' égale Y. Ah, j'avais Y, c'était un Z ici. Bon, bref. Z' égale Z. Et T' égale... Ah, merde, non, si, c'est encore là. A4 V0x, donc 1 moins 1 carré sur A1 V0x, plus D4, et D4 c'est A1T. Alors je vais dire que ça fait, je vais mettre 1 en facteur, ça fait 1 V0, facteur de T, moins 1 moins 1 carré sur A1 carré V0x. C'est pas faux. J'ai mis un 1 en facteur. Donc là, il y a un 1 carré en bas à la place. Ah, et c'est pas moins, c'est plus. Voilà. Ceci est vrai. Donc je le réécris là. A1 de V0, facteur de T moins A1 carré moins 1 sur A1 carré V0 x. Vous voyez au passage que cette fonction-là qui était impaire en fonction de V0, on voit qu'effectivement, elle a un V0 ici. Si je change V0 moins V0, elle devient moins elle-même. Et les autres, non. Enfin, je n'ai pas encore trouvé A1, mais je sais que A1 va être pair. Et si A1 est pair, du coup, ça ne l'est pas. Mais soit, qu'à cela ne tienne. OK. C'est bon? Je peux effacer? Je suppose que ça veut dire oui. Bien. Allez, dernière étape, ou avant-dernière étape. Dernière étape. Non, dernière étape. Oui. Septièmement, composition des transformations. Et c'est là qu'on va enfoncer le dernier clou de cette transformation-là. On va implémenter en quelque sorte le principe de relativité qui dit que tous les référentiels se valent. Donc,
si je passe de R à R', est-ce que je les ai changés de nom ou pas? Ouais. Avec une transformation de vitesse V1, enfin avec une translation de V1. Et si je passe de R' à R seconde, avec une vitesse V2, dans la même direction, hein. Donc la même procédure, je définis l'axe X seconde, Y seconde, Z seconde, la même procédure, hein. Je peux passer de là à là, et puis de là à là. Donc là, j'ai des coordonnées X, Y, Z, T. Je passe à des coordonnées pour le même événement, X', Y', Z', T'. Et puis là, à des coordonnées pour le même événement, X seconde, Y seconde, Z seconde, T seconde. J'aurais évidemment pu aussi bien passer de R à R seconde. C'est juste deux référentiels. Je peux passer de l'un à l'autre indépendamment. Enfin, il n'y a pas un référentiel privilégié. Et donc, les lois de la physique, en particulier les lois de changement de référentiel, ne doivent pas dépendre des référentiels. Donc, la loi qui me fait passer de R à R', ça doit être la même que celle qui me fait passer de R' à R seconde, avec la vitesse qui correspond, bien sûr. Mais c'est la même loi. Et ça doit aussi être la même que la loi qui me fait passer de R à R seconde. Parce que tous les référentiels se valent. Juste, je passe d'un référentiel à un autre. Donc en fait, ouais, passer de R à R' avec V1, puis de R' à R seconde avec V2, ça doit être pareil que passer de R à R seconde avec quelle vitesse? Ah bah, je sais pas. Je sais pas. C'est pas parce que R seconde va à la vitesse V2 par rapport à R' et que R' va à la vitesse R par rapport à V1, dans la même direction, que R seconde va par rapport à R à la vitesse V1 plus V2, comme vous auriez sans doute répondu que c'était évident si je vous avais posé la question. On est habitué à composer les vitesses. On la connaît, la loi de composition des vitesses à la Galilée, à la Newton, la loi additive. Comment on démontre que si vous marchez à 10 km/h à 5 km/h dans votre train qui va lui-même à 100 km/h, comment on démontre, par rapport au rail, comment on démontre que vous allez à 105 km/h par rapport au rail? Ben, c'est simple. Vous dites que OM, O c'est l'origine du repère R, M c'est le point dont vous considérez la vitesse. Vous dites que OM c'est O' plus O'M. Jusque-là, rien à dire, évidemment. Relation de Chasles. Et ça, c'est l'origine du référentiel R'. Et puis, si vous voulez des vitesses, vous dérivez. Donc, d de OM sur dt, bah, évidemment, c'est d de O' sur dt plus d de O'M sur dt. C'est juste divisé par dt, évidemment. Et puis après, ça vous dit, bah ça justement par définition, c'est la vitesse de m par rapport à r. Ça, par définition, c'est la vitesse de O' par rapport à r. C'est-à-dire la vitesse du référentiel R' par rapport à r. Je suppose que je suis en translation. Et puis ça, d de O'M sur dt, donc c'est le changement de position de m par rapport à O'. Donc ça, vous dites, c'est la vitesse de O' par rapport à R'. Pardon, la vitesse de m par rapport à R'. Et vous en déduisez que la vitesse de m par rapport à r, c'est la vitesse de m par rapport à R' plus la vitesse de R' par rapport à r. Sauf que quand vous faites ça, vous faites une hypothèse implicite qu'on s'est interdit de faire. Ça, c'est vrai, par définition. Ça, c'est la vitesse de m par rapport à r. La dérivée de la position dans r par rapport au temps dans r. C'est la vitesse. Ça, aussi, par définition, ça, c'est la dérivée de la position de O' dans r
par rapport au temps dans R. Donc c'est combien de distance il fait par unité de temps. C'est évidemment la vitesse de O' par rapport à R, et donc de R' par rapport à R. Mais ça, oula, je ne sais pas ce que c'est ça. Je dérive la position de M par rapport à O' par l'unité de temps dans R. Mais je ne sais pas si c'est ça. Ça, c'est pas vrai. Cette vitesse-là, c'est d de O'M sur dt'. Ah ça oui, ça c'est la vitesse de M dans R', de combien elle s'éloigne de l'origine par unité de temps du temps du référentiel en question. Ça c'est vrai, mais est-ce que ça c'est égal à ça? Ah oui, c'est égal à ça si dt égale dt'. Mais on a dit qu'on arrêtait de supposer ça parce qu'on est incapable de le montrer, de le prouver. Donc, cette loi qui dit que quand on va à V1 par rapport à un truc qui va à V2 par rapport à un autre, on va à V3 égale V1 plus V2. C'est évident si les temps sont les mêmes, s'il y a un temps universel. Mais sinon, c'est pas sûr. Donc là, je ne sais pas. Par contre, voilà, je définis V1 comme la vitesse de R' par rapport à R. Très bien. Je définis V2 comme la vitesse de R seconde par rapport à R', elle vaut ce qu'elle vaut. De là à dire que forcément R seconde par rapport à R va à la vitesse V1 plus V2, non, ça je ne sais pas. On va voir, peut-être. Par contre, il y a bien une vitesse. Donc, je l'appelle V3. La vitesse qui fait passer de R à R seconde, mais je ne prétends pas que ça va être V1 plus V2. D'accord ? OK. Donc, allons-y. Je vais donc appliquer 2 fois de suite cette transformation. Alors, j'ai déjà x' qui vaut ça avec des V1 par rapport, enfin, x', t' en fonction de x et t. Et ensuite, j'ai x seconde qui vaut A1 de V2 facteur de x' moins V2 t'. Les y, on s'en fiche, hein, enfin, je peux l'écrire, mais y seconde égale y', z seconde égale z'. On voit bien qu'il n'y a rien qui se passe sur les directions orthogonales à l'axe de translation, ce qui est sympathique. Et donc j'ai t seconde qui vaut A1 de V2 facteur de t' moins A2 carré moins 1, pardon, A1, ah oui alors. Oh, bah c'est une bonne idée, je pourrais peut-être appeler, non, ça va être une confusion. Allez. Tant pis, on va être un peu verbeux. X'. OK, on a ces deux choses-là. J'ai juste écrit que c'est la même transformation qui fait passer de l'un à l'autre. La seule chose qui change, c'est la vitesse. Très bien. Et donc maintenant, si je mets x' là, t' là, je vais avoir x seconde en fonction de x et t. Alors c'est là que je compte sur vous.